Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure où vous regardez cette vidéo. Est-ce qu'on vous a raconté l'histoire du petit chaperon rouge quand vous étiez petit? Il était une fois une jeune fille vêtue de rouge qui se balade dans les bois pour apporter de la nourriture à sa grand-mère malade. Sa maman lui avait défendu de s'éloigner du chemin, mais c'est pourtant ce qu'elle va faire. Elle finit donc par faire la rencontre d'un loup. Ce dernier lui demande où elle va. Et naïve, le petit chaperon rouge lui répond qu'elle va chez sa grand-mère en lui indiquant l'endroit exact. Le loup se précipite alors chez la grand-mère afin d'arriver avant la jeune fille. Ni une ni deux, il dévore la grand-mère et prend ensuite ses habits en attendant l'arrivée du chaperon rouge. La pièce étant sombre, la petite tombe dans le piège tendu par le loup et se fait dévorer à son tour. Ce conte date de plusieurs siècles. On le connaît surtout avec la version de Charles Perrault, mais cette histoire a eu droit à de nombreuses variantes au fil du temps. Notamment l'ajout d'un chasseur pour sauver la grand-mère et le chaperon rouge à la fin de l'histoire, pour citer le changement le plus connu. Là où l'histoire de Perrault avait une morale un peu plus évidente et basique pour les enfants, à savoir ne pas désobéir aux parents et ne pas faire confiance aux inconnus, les différentes évolutions de ce récit ont permis au conte d'avoir beaucoup plus de niveau de lecture. Me concernant, j'ai toujours pensé que le loup était une représentation de la pédophilie. Un prédateur qui veut dévorer entièrement une petite fille joliment habillée, avec une couleur attirant les regards. On pourrait penser que c'est la surinterprétation, mais c'est justement la force de ce conte et de ses nouvelles relectures. Réussir à trouver quelque chose de différent dans l'interprétation, selon notre perception. Et apparemment je ne suis pas le seul à avoir fait le parallèle. Par exemple avec le film Hard Candy, on a une relecture totale du conte, avec le petit chaperon rouge qui va tenter de piéger à son tour le loup, à savoir un pédophile dans ce long métrage. Le loup serait alors une représentation de notre animalité à nous les humains. Et avec cette information, les possibilités pour explorer de nouveaux horizons sont nombreuses. Du coup, lorsque l'on associe loup et humain, qu'est-ce que ça donne? La lycanthropie, bien entendu. Quoi de mieux pour une relecture de ce conte que d'associer le petit chaperon rouge avec le loup-garou? Ça fait un moment que je voulais vous présenter ce film britannique de 1984. Voici La Compagnie des loups. La Compagnie des loups raconte l'histoire de la petite Rosaline, une adolescente bercée par les contes. Une fois endormie, ses rêves l'emmènent toujours au même petit village médiéval, peuplé de mystérieuses et dangereuses créatures, mi-homme, mi-loup. Sa grand-mère lui ordonnera donc de ne jamais s'éloigner du chemin et de se méfier des hommes aux sourcils qui se rejoignent, car ils pourraient être des loups. Elle n'hésitera pas d'ailleurs à lui raconter quelques histoires pour la convaincre du danger qui guette autour d'elle. Vous l'aurez compris, ce film est avant tout un voyage onirique où plusieurs histoires fantastiques vont s'enchaîner tout en gardant un fil rouge bien précis. Pour autant, nous ne sommes pas réellement dans un film à sketch, même si on pourrait faire le rapprochement avec Les Mille et une nuits. La narration principale est juste de temps en temps entrecoupée de petits contes racontés par un de nos personnages. Un conte qui aura toujours un lien avec l'intrigue principale. On sort d'une trame qu'on pourrait qualifier de conventionnelle pour pénétrer dans un véritable univers. Un univers riche, ponctué par différents styles. Ce qui fait qu'il est assez compliqué de le ranger dans une catégorie bien précise. Mais les films oniriques, c'est quitte au double. Ce qui est foutraque et sans sens pour les uns, sera profond et nourrira l'imaginaire pour les autres. Ce qui explique les avis un peu mitigés, alors que personnellement je m'attendais à un consensus général positif. Parce que La Compagnie des loups est une œuvre que je trouve passionnante de bout en bout, où le réalisateur ne te donne pas toutes les clés afin de stimuler ton interprétation. Ce film, c'est comme un tableau complexe à appréhender. La première fois que tu regardes, tu n'es pas réellement sûr de ce que tu viens de voir, mais plus tu y réfléchis, plus l'œuvre te travaille et te donne envie d'en savoir plus. Elle ne te laisse pas indifférent. Je me souviens la première fois que j'ai vu le film, je savais pas quoi en penser. Je ne savais pas si je l'avais aimé, si je l'avais détesté. Malgré tout, plus j'y pensais, plus je voulais comprendre ce sentiment qui me parcourait, plus le film me passionnait. Et c'est un long métrage qui ne cesse d'être meilleur à chaque nouveau visionnage. C'est un film assez unique pour moi. C'est un mélange de gothique, de macabre, de mélancolie, de poésie et j'en passe. Les personnages eux-mêmes sont traités comme au-delà de la réalité, comme si c'était essentiellement des symboles. En gros, pour faire un raccourci extrêmement vulgaire, c'est comme si Alice au Pays des Merveilles rencontrait les films de la Hammer. Mais La Compagnie des loups, ce n'est pas qu'un style, c'est aussi un visuel. Le travail sur les décors d'Anton Furst, le chef décorateur, est tout bonnement magnifique. Quand on pense que le budget du long métrage n'était que de 2 petits millions de dollars, j'ai encore plus envie de saluer cette prouesse. En même temps, c'est la même personne qui a travaillé sur les décors d'Alien, Moonraker et le Batman de Burton, donc le talent est définitivement bien présent.
La direction artistique aux petits oignons nous permet de plonger encore plus facilement dans cette atmosphère enchanteresse. Comme si la forêt prenait vie sous nos yeux et que l'on pouvait limite toucher les feuilles et respirer le parfum de cette verdure. L'avantage de ne pas tourner dans une vraie forêt, c'est que l'on peut modeler les différents détails selon le climat que l'on veut installer. Lorsque l'on fait un film qui met en avant l'onirisme, il faut que la mise en scène soit à la hauteur, que l'on ait réellement la sensation d'être dans un rêve. Chaque plan est appliqué. C'est un véritable livre d'images et à aucun moment, je n'ai eu l'impression que c'était de l'esbrouf. Le danger de ce genre de film esthétique, c'est qu'on pourrait dire que le film est trop poseur ou que ça se regarde filmé. C'est ce que je me dis des fois avec Terrence Malick ou Nicolas Winding Refn. Mais avec La Compagnie des loups, je ne ressens jamais cela. La réalisation de Neil Jordan est même sobre au premier abord. Mais je trouve que c'est cette sobriété qui réussit à la rendre magnifique justement. Pas besoin d'un éclairage maniéré ou de mouvements de caméra ahurissants, juste une belle composition de cadre. Elle est encore plus sublimée par la bande sonore qui porte à merveille le long métrage. Que ce soit dans les moments poétiques, mais aussi les moments horrifiques. Putain de merde, cette musique, on dirait celle de 2010 ? La Compagnie des loups, c'est donc un style unique, porté par une forme irréprochable à mes yeux. Mais du coup, une chose reste en suspens. Le fond du film. Est-il à la hauteur du reste ? Ce long métrage est un film vraiment particulier dans le genre de la lycanthropie, et c'est pas peu de le dire. À la base, les loups-garous sont des êtres humains métamorphes se transformant en hommes-loups pendant la pleine lune, le plus souvent contre leur gré. La forme qu'ils prennent varie selon les espèces. Ils peuvent se rapprocher beaucoup plus d'un humain, ou totalement l'inverse. Et ces créatures humanoïdes, au même titre que les vampires, ont connu un grand nombre d'œuvres cinématographiques leur étant consacrées. Le sujet étant suffisamment riche pour le traiter de manière intéressante. Ou pas. Ouais, parce qu'à l'exception du loup-garou de Londres, que je n'ai pas besoin de citer, je pense, j'avoue avoir du mal avec les films de loup-garou en général. Soit à cause de la qualité globale des films, soit à cause du concept de base que je trouve un peu répétitif et prévisible. Et lorsque l'on tente de faire original, soit le budget se révèle être trop restreint pour être crédible, soit ils font tout simplement n'importe quoi avec le mythe. Heureusement, il y a des exceptions. Des films qui prennent le parti de réinterpréter cette légende de façon plus métaphorique. La Compagnie des loups a beau être un pur film de loup-garou, c'est pourtant un film qui est assez peu cité dans le domaine. Sûrement à cause du fait que le loup-garou pousse beaucoup plus loin l'allégorie dans ce film, pour exprimer bien plus de choses que de simples bêtes féroces. La dualité entre l'homme et le loup a toujours été quelque chose de passionnant dans les différents arts, parce qu'il est là pour mettre en avant une réalité à travers le fantastique. Mais bien souvent on ne l'utilise pas, et on se contente de banals films de monstres sans intérêt. Alors que La Compagnie des loups est celui qui va pousser le plus loin la métaphore du lycanthrope. Le film nous montre une chose lourde de sens, c'est que nous avons tous un loup en nous. Ce qui peut sembler évident, mais la question c'est comment gérer le loup qui est en nous ? Comment vivre avec alors qu'il sera toujours là ? Certains veulent l'assouvir, tandis que d'autres apprennent à vivre avec, quitte à l'embrasser totalement. Ce point est montré brillamment lors des scènes de transformation, qui font partie des plus originales que j'ai vues de ma vie. Soit la transformation est terriblement douloureuse et perturbante, soit la transformation se fait plus naturellement, avec la peau humaine qui se contente d'être une sorte de déguisement pour laisser place au loup. Les transformations dans le film sont non seulement très différentes les unes des autres, mais elles en disent long sur l'impact du loup sur la plupart des personnages du film. On ne peut pas chasser le loup, on peut juste vivre avec. Mais bien souvent dans les films, le loup est une représentation négative parce que animal. Mais dans ce film, c'est bien plus compliqué que ça. La chose la plus frappante, c'est clairement la relecture du Petit Chaperon Rouge à travers cette image du loup-garou. À la base, le film est une adaptation d'un recueil de nouvelles d'Angela Carter, ce qui explique l'aspect un peu film à sketch. Très clairement, on est face à une romancière qui veut remettre en question la morale des différents contes, notamment le Petit Chaperon Rouge. Pendant toute l'histoire, le fameux personnage de la grand-mère n'arrête pas de dire à Rosaline de se méfier des hommes, surtout ceux qui pourraient être des loups à cause de leur pilosité apparente, de ne jamais s'approcher d'eux, de rester dans le droit chemin. Mais ici, tout ceci est montré de façon négative. Comme si la grand-mère inhibait totalement les désirs sexuels du Petit Chaperon Rouge. Parce que oui, le loup-garou dans cette histoire est une métaphore sexuelle très prononcée. Le fait de dire à quelqu'un d'avoir peur du loup, c'est lui dire d'avoir peur des hommes et de la sexualité en général.
Vous croyez qu'elle vient d'où, l'expression « elle a vu le loup » ? C'est quand même dingue que le film le plus métaphorique sur le loup reprenne aussi littéralement une expression pareille. Ce n'est donc pas pour rien que le chasseur, qui était représenté comme le sauveur du chaperon rouge dans la relecture du conte par les frères Grimm, est ici un loup. Une scène va d'ailleurs montrer le chasseur et le petit chaperon rouge dans des positions assez suggestives, avec une tension sexuelle forte et glauque à la fois. Faut dire, c'est réalisé par Neil Jordan, celui qui fera Entretien avec un vampire 10 ans plus tard. Donc niveau tension sexuelle, il avait déjà des velléités le bougre. C'est là tout le génie d'avoir choisi un danseur dans le rôle du chasseur qui se dandine comme un animal, et surtout le choix de Sarah Patterson dans le rôle de Rosaline, qui avait seulement 12 ans au moment du tournage, mais qui en paraissait bien plus, renforçant la confusion. C'est donc le chasseur qui tue la grand-mère et permet à Rosaline de s'émanciper définitivement. Le film fait même un choix très fort. Rosaline accepte de son plein gré de devenir un loup. Comme si en devenant un loup, Rosaline se libérait enfin des pulsions inhibitrices qu'on lui a inculquées depuis toute petite. Une sorte de passage à l'âge adulte si vous préférez. Le loup étant en fait une étape nécessaire dans la vie d'une femme. Vous savez, ça me fait penser à un jeu vidéo pas très connu qui s'appelle The Pass. Dans ce jeu, vous incarnez différentes petites filles qui traversent la forêt pour rendre visite à leur grand-mère. Et chaque fois que vous lancez une partie, la seule règle qui vous est donnée est de ne pas quitter le chemin. Sauf que si vous faites ça, vous avez perdu. Pour avancer dans le jeu, vous devez désobéir. Quitter le chemin et rencontrer votre loup. Chaque petite fille a son propre loup qu'on peut interpréter de façon différente. Notamment une dont le loup prend la forme d'un bûcheron avec qui elle aura sa première relation sexuelle. Et pour le coup, ça me fait penser à Rosaline, une adolescente jugée comme étant aguicheuse, notamment par sa sœur, et qui se libérera sexuellement grâce à un loup. La rencontre avec le loup peut être une métaphore de la perte de la virginité. Et c'est pour ça qu'elle doit désobéir aux règles imposées par les puritains du village. Et c'est pour ça que j'adore ce film. Il est sourcemé de tellement d'interprétations, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Là, je vous dis uniquement ce que je vois moi, mais peut-être que vous allez y voir autre chose. C'est pour ça que je vous recommande amplement ce film. C'est un petit bijou encore trop méconnu. Il ne plaira pas à tout le monde à cause de son rythme, certes, quoique vous voulez qu'on parle de Paranormal Activity, mais il ne vous laissera pas indifférent. Réussir à prendre quelque chose d'aussi simple que le chaperon rouge et en faire quelque chose d'aussi riche, rien que pour ça, bravo Neil Jordan, et surtout, bravo Angela Carter.